Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de développer les idées que vous venez d'introduire, je vais peut-être faire une petite introduction pour vous éclairer sur l'endroit d'où l'on parle. En effet, nous sommes chercheuses, enseignantes, je suis même directrice de la recherche à l'École supérieure d'art et de design d'Orléans. Et on n'avait pas prévu de faire cette petite micro-introduction en amont de notre présentation d'aujourd'hui, mais ce qui a été dit depuis ce matin résonne tellement avec le projet de l'école qu'il nous a semblé important d'en faire un petit rappel. L'ESA d'Orléans, c'est une école d'art qui fait du design. Nous envisageons le design comme un mouvement artistique qui répond depuis son émergence aux grandes questions sociétales de son époque. Aujourd'hui, la société contemporaine est confrontée à un paradoxe, celui de la tension entre les grandes questions écologiques et la prééminence des environnements numériques. Interroger ce paradoxe est au cœur du projet de notre école. Pierre-Damien Huyck disait tout à l'heure, les inventions sont à découvrir, non pas à employer ou à utiliser. C'est justement ce que nous cherchons à faire, former des designers et des artistes qui sont des découvreurs. Être des découvreurs, ça veut dire être en capacité d'ouvrir les boîtes noires et de se les approprier. En effet, notre projet d'établissement, nos enseignements de la première année au troisième cycle questionnent les environnements numériques dans leur ensemble. Mais nous ne considérons pas le numérique comme un outil à utiliser, nous le considérons comme un médium à interroger. Et c'est ce que nous cherchons à faire par les moyens de l'art et du design. Pour cela, nous avons fait le pari de la recherche. En effet, l'ensemble de nos étudiants de second cycle, donc dans leur cycle de DNCEP, sont associés au programme de recherche, aux 4 programmes de recherche de l'école. Parce que nous pensons que la recherche, se former par la recherche, c'est se professionnaliser dans le monde d'aujourd'hui. Nous combattons cette opposition entre professionnalisation ou recherche dans la pédagogie. Parce que nous pensons, et nous vérifions par nos actions, nos projets, que faire l'expérience de la recherche dans le cadre de la formation, c'est d'une part faire l'expérience du collectif. Donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit depuis ce matin, mais nous comprenons aujourd'hui l'importance de faire cette expérience-là, cette nouvelle façon de concevoir. Faire l'expérience de la recherche, c'est se départir du modèle de l'artiste solitaire, du « moi, mon projet », qui était quand même jusqu'à présent un modèle assez dominant dans les écoles d'art. C'est aussi faire l'expérience du temps long. Ce n'est plus répondre à un sujet pendant un semestre, 3 heures ou 2 par-ci par-là dans la semaine, mais c'est tout à coup s'intégrer à un groupe et participer à un moment, à un projet qui va durer pendant 2-3 ans. Enfin, c'est se confronter à d'autres disciplines, c'est, comme le disait Edgar Morin dans cette jolie vidéo ce matin, sortir d'une vision unilatérale. Voilà pour ma petite introduction générale avec ma casquette de direction de la recherche et je vais maintenant passer la parole à Sylvia. Merci, bravo. Donc, cette présentation se fait ici à 2 voix, mais en réalité, nous sommes au moins 4 enseignants-chercheurs à l'ESA d'Orléans. Olivier Bouton et Emmanuel Hugnot, ici dans la salle, se joignent à cette intervention. Donc, ce programme de recherche que nous n'avons peut-être pas encore nommé, mais qui s'intitule Object, Craft and Computation, donc l'idée des arts de faire computationnel, et donc qui se déploie depuis 4 ans à l'ESA d'Orléans. C'est la centralité qui nous permet aujourd'hui de travailler ensemble et à partir de laquelle nous vous présentons une expérience et des processus aujourd'hui. Ce programme de recherche, et c'est important, il est développé au sein de la mention design des communs, donc initié depuis 4 ans à l'ESA d'Orléans, avec la direction d'Emmanuel Guez. Et donc c'est à partir de ce design des communs, et pour me relier à Sophie Penn, que je remercie, que je vais insister et que je vais essayer d'éclairer peut-être pour commencer. Qu'est-ce que signifie s'inscrire dans une mention qui s'intitulerait design des communs? Évidemment, c'est initier et porter une idée qui s'inscrit dans une généalogie de designers critiques qui se sont attachés depuis les débuts des designs à travailler dans une conscience accrue des enjeux de leur époque.
Aujourd'hui, une généalogie a déjà été brossée, je n'y reviendrai pas, mais peut-être simplement repartir de l'idée de 72 et du rapport Meadows et de l'ensemble des voix qui se sont depuis le design élevées autour des problématiques écologiques et qui se sont réarticulées à l'ESA d'Orléans à travers, il y a quelques années, l'idée d'un design écosocial dont nous héritons aussi à travers l'idée de design des communs. Mais plus avant, porter l'idée d'un design des communs, c'est aussi affirmer une pratique et un ensemble de principes et de mécanismes spécifiques propres à la réactivation du concept même de commun. Et c'est ce petit exercice que j'aimerais faire avec vous, de préciser de quoi nous parlons quand nous parlons de commun. Il s'agit peut-être ici de préciser aussi ou de développer la proposition de glossaire qui nous a été faite et je vous en remercie en la développant et en l'étayant encore davantage. En effet, l'idée des communs revient dans notre petit monde occidental et européen en 2010 avec, comme vous l'avez dit Sophie, le prix Nobel d'économie d'Elinor Ostrom. Et à partir d'Ostrom, c'est tout un mouvement universitaire qui va s'attacher à travailler cette notion et développer l'idée d'une gouvernance collective qui est rendue possible au-delà du modèle de la propriété exclusive qui est souvent celle de l'État ou celle du marché. Donc les communs, la première définition qu'on en a, c'est l'idée de ressources partagées par des formes d'organisation collective horizontales et radicalement démocratiques. Mais au-delà de cette première définition, l'invitation que je vous fais, c'est aussi de regarder comment cette notion a évolué et s'est développée avec l'idée bien au-delà d'une perspective extractiviste sur un bien, l'idée d'un agir politique, d'un agir collectif. Et donc c'est toute la pensée de Dardot et Laval qui s'est développée aussi avec l'idée que les communs sont avant tout un processus de transformation sociale. Et les communs, quelques années après Ostrom, vont connaître leur propre tournant révolution ontologique. On va préférer au terme de bien commun, qui désigne une ressource gouvernée collectivement, l'idée de commun, qui désigne davantage un processus. On va d'ailleurs même parfois lui préférer l'idée de commoning, le terme anglo-saxon, qui désigne un mouvement, une performance, quelque chose toujours en mouvement. Et puis, depuis les années 2010, finalement, on peut penser que les communs, c'est avant tout un espace politique, un espace de pensée critique et réflexif qui accueille de nouvelles réflexions et de nouvelles pensées critiques. L'idée des capabilités, avec les communs de capacité, donc de la transformation des individus dans le collectif. L'idée de la gestion d'un certain nombre de ressources négatives, les déchets nucléaires ou encore la colonisation, à travers l'idée de commun négatif. C'est aussi l'idée d'accueillir des dimensions décoloniales et de considérer qu'avant tout, les communs, c'est un pari pluraliste, c'est celui de la coexistence de diverses communautés qui parfois auront des divergences ontologiques et qu'il faudra tout de même faire coexister ensemble pour tenir. Donc bien loin de quelque chose qui serait une pensée unifiante et universelle, les communs, c'est du pluralisme et c'est important de le redire pour bien s'entendre sur ce dont on parle. À partir de là, à l'ESA d'Orléans, l'idée d'inscrire une pratique dans une culture des communs, c'est avant tout essayer de souligner le continuum entre ce qui relie les pratiques du design avec la transformation de nos systèmes de régulation, peut-être ce que vous avez appelé la métamorphose, et concernant la conception d'objets et d'espaces, envisager cette conception depuis le paradigme des communs, c'est peut-être porter une attention particulière à l'agentivité des artefacts qui composent et peuplent nos milieux de vie. Au sein de ces processus de conception, la notion d'objet intermédiaire que tu vas présenter, Caroline, permet d'incarner la manière dont la conception est portée à l'épreuve de l'agentivité dont Antonella a parlé ce matin. J'ai sauté un chapitre dans ma présentation, mais en quelques mots, comment se saisissent les designers de cette notion de commun? C'est évidemment par des ressources ouvertes et partagées, par des logiciels, des machines, de la connaissance ouverte. C'est l'idée de continuer le geste d'Ivan Illich dont nous avons parlé ce matin autour de la convivialité, de l'ouverture des systèmes techniques. C'est bien sûr, au-delà
des situations d'usage, penser la distribution des droits, des obligations et des responsabilités. Dans les communs, on parle du faisceau de droits, donc c'est l'activation de ce faisceau de droits qu'il s'agit de faire exister dans la continuité des artefacts que nous posons en situation en tant que designer. Et pour terminer et reboucler avec ce que Antonella vous disiez ce matin, il s'agit en effet de considérer qu'au-delà de la notion d'environnement, on peut lui préférer la notion de milieu, penser l'agentivité donc des artefacts que nous concevons et penser aussi des principes d'interrelation et d'interdépendance que vous citiez, Sophie, en prenant en compte la variété des entités humaines et non humaines qui agissent dans cette expérience de coexistence où les rapports sont négociés. Donc c'est depuis cette perspective que nous tentons de concevoir des artefacts et je te laisse la parole. Merci Sylvia. Tu peux laisser les mêmes. Nous avons intitulé notre présentation d'aujourd'hui « Objet intermédiaire ». Qu'est-ce que nous entendons par là? Un petit retour sur la notion avant de vous présenter le projet en question. La notion d'objet intermédiaire a été théorisée par les sciences sociales et notamment les Science Studies et plus récemment réinterrogée, ou Régine notamment, par les théories du design et particulièrement celles qui questionnent ces pratiques de conception. C'est une notion dont nous nous saisissons de façon élargie pour tenter de caractériser le projet de recherche que nous allons vous présenter aujourd'hui et plus généralement tenter de caractériser une typologie d'objets que nous cherchons à faire émerger de nos recherches. Pourquoi cette notion d'intermédiarité nous intéresse? Parce que tout d'abord, nos artefacts sont des objets en développement. Ils sont des produits de la recherche. Ils sont donc des états intermédiaires de conception dont ces états variables ou successifs témoignent de leur processus de développement qui, au sein de notre programme de recherche, est itératif et collectif. Par exemple. Oui, c'est bien sûr. Non, parce qu'il faut appuyer sur « Entrée ». C'est ça. Ouais. Ok. Notre objet est intermédiaire aussi parce qu'il se situe entre les espaces qu'il mobilise dans ses modalités de représentation propres. En effet, il fait le lien, il navigue entre le geste plastique, celui des représentations numériques telles que la modélisation ou encore le code, et enfin l'espace de sa physicalisation par les machines. Enfin, c'est un objet intermédiaire au sens où il est à l'interface de différents mondes dans son milieu d'usage et qu'il a pour vocation d'agir sur ces derniers, de façon bilatérale d'ailleurs parfois, et de constituer entre eux un vecteur de négociation. Le projet. Donc, le projet que nous vous présentons aujourd'hui s'appelle Data Vessel. Donc Data Vessel, qu'est-ce que c'est? Data Vessel, c'est un objet intermédiaire qui nous a permis d'interroger nos manières d'appréhender la mort en Europe et de faire l'hypothèse que notre société occidentale est dans un rapport de déni face à elle. C'est un projet qui nous a permis de raconter notre incapacité à accepter notre condition de terrestre et surtout à envisager que le design puisse réactiver des pratiques et des récits individuels et collectifs qui construisent notre coappartenance à la Terre. Envisager que le design puisse faire bifurquer les pratiques, les normes et le droit en Europe sur les questions du funéraire dans un paysage hétérogène. Ce projet-là répond donc à la thématique et aux interrogations de cette journée. Data Vessel, c'est un monument funéraire qui est composé de 3 parties que vous voyez ici à l'écran. Un Oya. Un Oya est un objet ancestral d'irrigation qui permet par microdiffusion de l'eau d'irriguer un végétal par le sous-sol. D'une urne cinéraire et d'une pierre tombale. La pierre tombale étant à fleur de sol, l'urne et l'Oya étant enterrées. L'Oya permettra d'irriguer un végétal qui sera planté à côté de la sépulture au moment de l'inhumation. Nous avons choisi de vous montrer aujourd'hui quelques étapes de ces itérations, comment se sont incarnées dans notre processus certaines hypothèses de recherche.
Une des premières hypothèses était d'imaginer que, puisque l'hypothèse de départ de la conception était que l'ensemble des formes du monument serait déterminé par des données propres aux défunts, par des processus de computation et de physicalisation des données, nous avons joué avec la métaphore du ciel, des constellations, du destin, et fait l'hypothèse que nous pourrions créer une pierre tombale à partir de données représentant les constellations dans un lieu géographique donné, qui est le lieu de naissance de la personne qui va être inhumée à cet endroit. Cela a donné lieu à un premier prototype de la pierre tombale que vous voyez ici, qui a été fabriquée à l'aide d'une machine de fraisage numérique. On comprend, avec ce premier prototype, l'approche que nous avons dans l'idée de physicaliser des données. Lorsque nous nous saisissons des données numériques dans le programme de recherche, il ne s'agit pas de faire du data design ou du design d'information afin de donner une forme d'intelligibilité à la donnée pour les rendre efficientes ou compréhensibles. Nous nous en saisissons pour les incarner dans la matière, à l'ADN de la forme de l'objet, et elles se transforment, par exemple ici, en paysage. Nous nous en saisissons, par exemple ici, de manière poétique. Une autre hypothèse pour la création de cette pierre tombale a été la récolte de récits. En effet, nous avons travaillé avec les étudiants sur les moments de rituel, les moments de passage autour des obsèques, et c'est souvent un moment où des récits circulent de la mémoire et partagés à propos du défunt. Une première itération de cette hypothèse a été développée par des étudiants au sein du programme de recherche il y a 3 ans et a donné lieu à une forme d'installation performative où une première version de cette future pierre tombale chuchotait à l'oreille du visiteur des récits, des mémoires à propos d'êtres défunts. Aujourd'hui, cette hypothèse va être mise en œuvre de façon concrète par 2 étudiantes qui sont en train de terminer leur diplôme supérieur de recherche en design, Eva Vedel et Amélie Sanson, qui ont formé le collectif Kairos. Et nous avons noué un partenariat avec une personne qui est une chercheuse et qui a souhaité s'associer avec nous et nous livrer les données de son époux qui est défunt, afin que le programme de recherche réalise une pierre tombale à partir de ces informations. Nos 2 étudiantes chercheuses ont donc récolté un certain nombre de récits et les images que vous voyez ici sont les 3 hypothèses finales de prototypes qui vont être réalisées dans le cours de l'année. Donc une version de l'objet sera gardée au sein du programme de recherche et une deuxième version de l'objet sera installée sur la tombe de ce monsieur. Un autre élément en fait, de notre recherche a été de travailler sur la question de l'Oya. Pour cela, nous avons mobilisé une machine d'impression céramique, d'impression 3D céramique, puisque nous voulions en fait travailler sur les propriétés de microporosité de la céramique dans cette partie du projet. C'était très intéressant aussi pour nous puisque nous interrogeons au sein du programme de recherche les articulations et nous interrogeons l'articulation entre le geste plastique, la génération numérique et les gestes machiniques des machines que nous mobilisons. Et en fait, pour imprimer de la céramique, il est indispensable d'avoir une fine connaissance du matériau et de pouvoir mobiliser le savoir-faire du céramiste ou du potier. En fait, une machine d'impression céramique, ce n'est pas du plastique. Si vous appuyez sur un bouton et que vous la laissez faire toute seule, cela ne fonctionne pas. Donc, c'était vraiment un endroit technique intéressant pour observer cette articulation entre savoir-faire traditionnel, artisanaux, voire vernaculaire, et savoir-faire vernaculaire numérique dans les environnements de fabrication en co-création avec les machines. Donc, vous voyez là plusieurs hypothèses développées dans le programme sur la forme de l'Oya. Nous avons toujours en fait cette propension à questionner nos objets entre le dessin, la modélisation, la fabrication et voir ce qui se passe dans les interstices entre ces différentes itérations. Je vais donc laisser la parole à Sylvia pour conclure parce que je pense que nous arrivons au terme de notre temps imparti. Conclure en essayant de rebondir sur la question qui nous a été adressée par Sophie Penn. Peut-être, s'il s'agissait de répondre parmi ces 4 points, je ferais l'hypothèse que
Travailler ces formes d'artefacts depuis les milieux de vie, c'est peut-être considérer que le design est qu'il s'agit de travailler une extension de la dénomination d'industrie aux œuvres humaines. C'est en tout cas, je pense, la manière dont nous l'appréhendons, en faisant aussi le pari de Rudy Bord à travers la question de forme de démocratie radicale et l'idée peut-être aussi que derrière cette réflexion sur les communs et la création de communautés instituantes se joue aussi la générativité possible d'un droit en train de se faire. C'est des questions que j'ai pu appréhender moi-même en tant qu'étudiante en recherche avec vous, Rudy Bord et Sébastien Thierry. Donc les écoles sont en effet des promesses politiques, enfin sont le lieu de promesses politiques fortes, et je crois que c'est cette promesse-là, politique d'autres formes d'institutions et d'autres formes juridiques et d'une créativité juridique rendue possible par des artefacts qui sont la promesse d'autres institutions possibles. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous.